Après le match nul contre Montpellier, synonyme de 5e match sans victoire au Vélodrome, l'OM est maintenant 3e à la différence de but au terme de la 29e journée après la victoire de Lens à Rennes. Des prestations très inquiétantes à domicile, combinées à un contenu poussif dans le jeu, c'est le sprint final de tous les dangers pour l'OM de Tudor qui a déjà connu deux grosses déceptions en Coupe d'Europe et en Coupe de France. On va tenter d'analyser tout ça tout au long de cette vidéo, en évoquant la mauvaise série au Vélodrome dans un premier temps, puis ensuite en parlant du jeu et des joueurs, et en terminant par un focus sur le sprint final. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer la vidéo, à quelle place va terminer l'OM en fin de saison d'après vous? Est-ce que vous êtes confiant pour la deuxième place, ou alors est-ce qu'à l'inverse, vous êtes inquiet pour le sprint final au vu des derniers résultats? J'attends vos avis et vos pronostics sur la fin de saison en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec un focus sur la grosse question de la deuxième partie de saison et même des 2 ou 3 dernières saisons, le bilan au Vélodrome. Face à Montpellier, on a enchaîné un 5e match sans victoire à domicile et ça vient confirmer la très mauvaise tendance des dernières semaines. Match nul 1 partout contre Monaco, défaite 3-1 contre Nice, défaite 3-0 dans le classique, la spéciale Strasbourg où ça se termine à 2-2 alors qu'on menait 2-0, cette fois en étant en plus en infériorité numérique, et donc ce match nul contre Montpellier sans briller. De l'autre côté, on reste sur 9 matchs sans défaite à l'extérieur et ça contraste vraiment avec les prestations à domicile. Ça renforce encore plus cette anomalie parce que le stade est plein à chaque fois, les supporters sont toujours au rendez-vous avec l'ambiance qui va avec, c'est censé galvaniser les joueurs et l'ambiance hostile pour l'adversaire, c'est supposé leur mettre beaucoup de pression, et finalement c'est quasiment l'inverse qui se produit, et depuis l'enchaînement Paris-Annecy, on n'a pas réussi à s'imposer, alors que finalement après on jouait Strasbourg et Montpellier, on prend 1 point sur 6, et clairement on peut pas se le permettre en tant que prétendant à la deuxième place. On le disait un peu plus tôt, c'est un problème cette saison, mais c'est aussi une tendance qui se dégage sur les 2-3 dernières. En 2020-2021, on était 5e au classement à domicile avec 35 points, la saison dernière c'était 32, et si on s'imposait sur les 4 derniers matchs qu'il reste à domicile cette saison, c'est-à-dire 3, Auxerre, Angers et Brest, on terminerait avec 37 points, et c'est quand même loin d'être brillant, tant il y a des matchs qui laissent des regrets, et on serait dans une autre situation si on avait fait ne serait-ce qu'un peu mieux dans certains de ces matchs-là. 37 points, c'est dans le cas où tu fais 12 sur 12 sur les 4 derniers, mais quoi qu'il arrive, il y avait mieux à faire sur pas mal de matchs, et on a clairement grillé pas mal de cartouches. Alors bien sûr, on est quand même loin du bilan de 2015-2016, mais c'est un axe de progression très important de se montrer plus dominateur au Vélodrome, et que ce stade redevienne la forteresse de l'équipe, où on lâche vraiment peu de points. Si ça vous intéresse d'avoir un bilan très précis sur l'OM au Vélodrome sur les 20 dernières années, pour comparer les différentes saisons, je vous invite à aller voir le tweet de Droit au but que je vous mettrai en description, et qui est vraiment très intéressant. En tout cas, pour revenir au sujet, c'est difficile d'expliquer pourquoi l'OM a des difficultés à domicile. Rongier et Gigot avaient eux aussi du mal à l'expliquer en zone mixte après Montpellier. Le public est toujours au rendez-vous et paradoxalement on est capable de faire le job à l'extérieur, même si là aussi il y a toujours des parquages qui galvanisent l'équipe et qu'il y a beaucoup de supporters marseillais dans les villes des clubs qu'on affronte. Faut absolument en tout cas qu'on finisse la saison en trombe à domicile, les 12 points sont essentiels pour valider la qualification en Ligue des Champions et on peut plus se permettre de faux pas à la maison, on a déjà grillé trop de possibilités. Au-delà de ça, il y a aussi la problématique du contenu, parce que les victoires à Reims et à Rennes sont très importantes du point de vue comptable bien sûr, mais on n'a pas été totalement convaincu non plus, et globalement c'est assez poussif ces derniers temps, avec aussi des interrogations qui ressortent. On sent qu'il y a des joueurs en difficulté, on pense bien sûr à Jonathan Klaus qui est beaucoup moins impactant offensivement et moins rassurant derrière sur les derniers matchs. En plus de ça, l'équipe a parlé de tension entre Klaus et Tudor, le coach croate n'a pas apprécié qu'il remette en cause ses choix après le nul contre Strasbourg, et lui reproche aussi un manque d'investissement à l'entraînement. Du côté du joueur, il aurait pas aimé être remplaçant contre Paris alors que Deschamps était venu superviser quelques joueurs pour sa prochaine liste. Les Pistons étaient en tout cas très impactants en début de saison, mais c'est beaucoup plus compliqué depuis déjà quelques temps. Nuno Tavares c'est aussi très frustrant parce qu'il sait faire des différences par sa puissance et sa vitesse, mais il a beaucoup trop de déchets, ses centres donnent jamais rien ou presque, et il perd aussi beaucoup de ballons. L'équipe explique que Tudor l'a même viré d'un entraînement pour manque d'investissement, et pour le coup c'est aussi un gros problème parce que la méthode Tudor demande de l'investissement, et on sait aussi que quand il y a une cassure avec un joueur, c'est beaucoup plus compliqué d'en tirer le meilleur, donc c'est pas une situation idéale du tout. Cengiz Under, ça correspond bien à ce que demande Tudor dans l'investissement et dans l'abattage, mais techniquement ça pêche toujours un peu, souvent les mauvais choix et un impact statistique un peu trop limité. Malinovski, je le trouve très intéressant dans le travail défensif, mais on attend aussi de le voir plus impactant devant. L'interrogation, c'est aussi le trio de derrière, parce que Balerdi est dans une période très compliquée, alors que Tudor lui maintient sa confiance. Il a été suspendu 2 matchs, et on espère qu'à son retour il va se montrer plus régulier, parce que finalement Bailly semble lui totalement écarté, avec l'objectif clair de ne pas
pas lever automatiquement l'option d'achat, et ce serait le cas s'il jouait 19 matchs et qu'en parallèle on se qualifie en LDC. À la place, Tudor opte pour Rongier qui descend dans le trio parce que ça avait bien marché contre Paris en coupe, mais je trouve quand même qu'il manque au milieu quand c'est comme ça. L'association Guendouzi-Verretou fonctionne pas très bien, et c'est dommage de se dire qu'on a Bailly sur le banc au même moment, et qu'en plus il ne s'est pas blessé depuis novembre et un programme de consolidation pendant le mondial. À côté de ça, il y a aussi des satisfactions bien sûr, Pau Lopez qui nous a rapporté des points comme contre Reims le week-end dernier, Chancel Bemba qui est régulier dans ses performances et qui manque cruellement s'il débute sur le banc comme contre Montpellier, Gigot qui est très bien revenu dans l'équipe en apportant sa solidité dans les duels, sa sérénité défensive en globalité et sa capacité aussi à parfois dépasser ses fonctions. Sanchez vit lui parfois des matchs compliqués en étant peu trouvé, mais il brille quand même par son professionnalisme, son investissement, ses efforts sur 90 minutes et parce qu'il a de grandes qualités offensives en général. Kolasinac est aussi plutôt régulier dans les performances, il a marqué des buts importants et globalement il est très serein dans un rôle d'axial gauche. Le tandem Rongier-Verretou est intéressant, même si ça manque parfois un peu de créativité contre des blocs bas. Leur duo apporte quand même pas mal de garanties et on voit la différence avec un duo Guendouzi-Verretou, même si ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que Guendouzi se sent lui mieux dans un double pivot qu'un cran plus haut. Les blocs bas c'est aussi problématique parce qu'on peine parfois à les déstabiliser, l'absence d'Harit se fait sentir à ce niveau-là parce qu'il est capable de faire des différences balle au pied et d'apporter justement cette vivacité qui déstabilise le bloc adverse. En plus de ça, Unai ne le rejouera plus cette saison et ça fait une solution en moins sur le plan offensif dans un sprint final qui sera disputé jusqu'au bout. En tout cas, pour revenir aux performances de l'équipe, on doit être plus régulier sur 90 minutes et pas montrer deux visages différents sur demi-temps, être capable de se montrer plus tranchant dans l'animation offensive et surtout éviter les petites errances défensives qui coûtent des buts alors qu'on était bien plus solide en début de saison. Comme je le disais en intro, c'est le sprint final de tous les dangers parce que l'équipe a déjà connu deux grosses désillusions. Un premier coup dur contre Tottenham et cette défaite 2-1 à domicile alors qu'on était à une tête près d'être en 8ème et derrière on perd même l'Europa League dans les dernières secondes. Le parcours européen faisait partie des ambitions mais on a tout perdu alors qu'on a montré de bonnes choses. Ça s'est joué sur des détails, l'erreur de Bailly et de Rongier contre Francfort, l'expulsion de Bemba contre Tottenham ou la tête de Kolasinac qui va pas au fond. Ça aurait pu être un énorme coup d'arrêt mais derrière on a su se relever en championnat avant la trêve pour pas douter plus longtemps, mais c'est un premier objectif qui s'envole à la fin de la première partie de saison. Derrière il restait la Coupe de France et après avoir sorti Rennes et Paris à domicile, on tombe contre Annecy au tir au but et c'est la plus grosse déception de la saison parce qu'il y avait la place pour aller chercher un trophée qu'on attend depuis trop longtemps et encore une fois c'est un objectif qu'on n'a pas réussi à accomplir et c'est d'autant plus frustrant quand tu te fais sortir par une Ligue 2. Maintenant c'est pas compliqué, il reste la deuxième place à sécuriser et avec la concurrence de Lens et Monaco, va falloir proposer autre chose sur les derniers matchs de championnat. Il y en aura d'ailleurs 4 au Vélodrome contre Angers, Brest, Auxerre et Troyes. Faudra pas laisser filer les points et à côté de ça, faut se dire aussi que Lens a perdu des points à Brest, Troyes et Montpellier. Ils sont sur une série de 3 victoires actuellement contre Clermont, Angers et Rennes, mais leur calendrier de fin de saison n'est pas si simple. Ils vont jouer Monaco, Paris, Toulouse, Reims et Lorient. Je pense qu'ils lâcheront des points. Même chose pour Monaco qui est revenu à 3 points après sa victoire contre Strasbourg 4-3 et qui derrière va jouer Lorient, Lille, Lyon, Rennes, Toulouse et Montpellier. Pour revenir à l'OM, il y aura une confrontation directe contre Lens début mai, à Bollaert en plus de ça, et faudra pas se louper pour éviter de leur laisser du terrain. Il y aura aussi un Lens Monaco fin avril, et clairement quand on regarde notre calendrier, on a des possibilités de prendre le large si les concurrents lâchent des points, même si on va devoir se déplacer à Lyon, Lille et Lens. Ajaccio et Lorient ça reste abordable même si ça veut rien dire sur 90 minutes et on ne le sait que trop bien. En tout cas c'est loin d'être un calendrier catastrophique et faut tout faire pour finir deuxième, même si la troisième pourrait être qualificative pour la LDC selon le vainqueur de l'Europa League. La deuxième place c'est le seul objectif qu'on peut encore atteindre, parce que derrière si tu finis 4ème en LDC, éliminé par Annecy en Coupe de France et pas qualifié en Ligue des Champions, ce sera juste une saison pleine d'espoir mais qui n'aura pas fait avancer le projet malgré les promesses et les belles séries de victoires qu'on a vues. Sans LDC, tu freines ta progression sportivement parce qu'il faut enchaîner les participations pour progresser et gagner en expérience. Tu freines aussi ta progression économiquement parce qu'une qualification en LDC, ça te rapporte plusieurs millions d'euros et ça assure la pérennité de ton projet aux côtés des potentielles ventes. Derrière, tu peux faire un beau mercato en recrutant des joueurs encore plus fiables au poste où ça a été mitigé cette saison et améliorer ton équipe sur le point de vue qualitatif. Une qualif vraiment essentielle à plusieurs points de vue, va falloir la sécuriser et pour le moment la tendance n'est pas vraiment à l'optimisme, mais de mon côté, je
je reste quand même convaincu que cette équipe peut aller chercher la deuxième place. Je considère même que ce serait mérité par rapport à ce qu'on a proposé cette saison dans le jeu, mais on a déjà gâché trop de cartouches alors qu'on aurait pu mettre encore plus de distance avec les concurrents. Je parle principalement de la deuxième place parce que c'est l'objectif annoncé de notre saison, mais quand on voit les performances de Paris et les points qu'ils ont encore laissés face à Lyon hier soir, on se dit qu'on est entre guillemets qu'à 6 points. Dans ces moments-là, tu repenses à Ajaccio au Vélodrome, aux 2 matchs contre Strasbourg, à la défaite face à Lens au Vélodrome aussi, et plus globalement à notre mauvais bilan à domicile qui nous empêche finalement de rêver plus concrètement au titre. Il y avait moyen de faire mieux et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'il y a vraiment la place pour jouer le titre cette saison, mais trop de cartouches grillées alors qu'on aurait pu et peut-être dû être devant ce PSG là. Ça reste primordial de valider la deuxième place et de prendre le maximum de points possible pour ça. On fera les comptes à la fin, mais d'ici là, si on fait le job de notre côté, faut se dire qu'il y a peut-être de la place parce que Paris va jouer Nice et Lens, peut-être qu'ils vont laisser des points. Derrière, c'est un peu plus abordable en termes d'adversité, Lorient, Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont pour finir, donc ils peuvent vraiment terminer en trombe. En tout cas, la fin de saison est très ouverte, mais on peut déjà avoir des regrets par rapport aux points perdus, parce que même si avec des si on refait le monde, on peut pas s'empêcher d'imaginer qu'on aurait été dans une situation bien différente à l'heure actuelle, mais le plus important c'est de finir deuxième et d'enchaîner une 3e participation en LDC en 4 ans pour ne pas tout perdre sur cette fin de saison. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez LDC en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.